Vous écoutez RIG sur le 90.7. Tout de suite, votre magazine Santé et Société. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle édition de Santé et Société, eh bien, nous allons aborder un sujet qui peut nous concerner tous. En 2023, les femmes ont donné naissance à 673 380 enfants en France, dans les établissements hospitaliers. Si la grossesse et la naissance est généralement associée à la joie, pour beaucoup, ces moments peuvent se transformer en calvaire. D'après des statistiques publiées par l'assurance maladie, 10 à 20% des mères sont touchées par une dépression postpartum dans les semaines qui suivent l'accouchement. L'anxiété et les idées suicidaires peuvent avoir des conséquences délétères sur la mère et le nouveau-né. Aujourd'hui, eh bien, c'est ce dont nous allons parler avec notre invité du jour, le professeur Anne-Laure Sutter d'Alais. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais quand même préciser, donc vous êtes pédopsychiatre, responsable de la filière de psychiatrie périnatale au centre hospitalier Charles Perrins. Et j'espère ne pas avoir fait d'erreur. C'est parfait. Alors, justement, je le disais, on va parler aujourd'hui périnatalité. Mais alors, dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on définisse un petit peu ce terme psychiatrie périnatale. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, ce qu'on entend par psychiatrie périnatale, c'est la santé mentale et les troubles mentaux et les troubles du développement pour ce qui concerne les enfants, qui concerne donc à la fois les mères, les femmes enceintes, les pères et les bébés, les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 18 mois, 2 ans. Dans un contexte potentiel de décompensation maternelle ou paternelle d'une pathologie mentale et ses conséquences sur le développement de l'enfant. Mais ce qui fait le nerf de la guerre de la psychiatrie périnatale, c'est la présence d'un bébé et d'un des deux parents ou des deux parents ou des coparents. Alors, on parle de la présence d'un bébé, mais alors est-ce qu'on parle de ces pathologies de la psychiatrie périnatale avant la naissance, après la naissance, les deux ? Alors, la psychiatrie périnatale, ça couvre le champ de la grossesse, c'est ce qu'on appelle les 1000 jours, et c'est la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, oui, les 1000 premiers jours du développement, et c'est à partir de la conception de l'enfant, en fait, puisque l'enfant, certes, il naît à un moment T, mais il existe déjà bien avant, et il se développe pendant toute la grossesse, et il subit donc aussi des expositions pendant la grossesse. Alors, si les choses se passent bien, c'est fait pour et ça se passe bien, mais il se peut aussi qu'il y ait des expositions qui soient délétères, donc on considère ça dès avant la naissance. Et si on doit faire des démarches de prévention, c'est même avant la conception, quand les gens ont déjà des troubles, c'est bien avant qu'il y ait un projet de grossesse qu'il faut prévoir. Alors justement, on parle de troubles, on va en citer, j'en ai choisi 3, alors après on peut en rajouter, hein, bien entendu, si il y en a certains que vous voulez évoquer. Je vais vous donner les 3 troubles moi personnellement j'ai déjà entendu. Dans l'espace public, on en a tous entendu parler à un moment ou à un autre, sans forcément savoir à quoi ça correspond. Tout d'abord, eh bien, puisqu'on est dans la périnatalité, on va parler de dépression périnatale. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce que c'est qu'une dépression périnatale ? Alors, une dépression périnatale, c'est un terme générique, en fait, pour parler de la symptomatologie émotionnelle, aussi des dépressions, parce que dans le champ des dépressions périnatales, bien sûr, il y a des dépressions, mais surtout, il y a des dysrégulations émotionnelles qui peuvent être de niveaux d'intensité différents et qui peuvent parfois même être des épisodes très graves, menant à des hospitalisations avec des caractéristiques, ce qu'on appelle des caractéristiques psychotiques, c'est-à-dire des éléments délirants, des hallucinations, ce qu'on appelle les psychoses puerpérales. Et donc, le champ de ces dépressions périnatales, c'est un terme pour dire qu'il y a une pathologie mentale en période périnatale. Et dedans, vous avez des troubles bipolaires, vous avez des troubles anxieux, vous avez des dépressions, vous avez des vous avez des traumas qui se réactivent. Enfin, c'est très complexe, en fait, le champ de la psychiatrie périnatale. Mais ça permet d'avoir un mot pour parler des pathologies mentales en période périnatale. Et ça couvre bien, justement, le champ de la grossesse jusqu'à 1 à 2 ans après la naissance. Alors, quand on parle de dépression postpartum, est-ce que ça fait partie de ces dépressions périnatales ? Oui, tout à fait. Les dépressions postpartum sont celles qui surviennent après la naissance, parce que dans ce champ de ces troubles psychiatriques périnataux, il peut y avoir des épisodes pendant la grossesse, il peut y avoir des épisodes en postpartum, plus ou moins tôt, ça peut commencer tôt, ça peut commencer 6 mois après. Il n'y a pas de dogme, en fait. C'est vraiment la période qui est à risque, avec un pic dans le mois qui suit la naissance, c'est là qu'il y a une fréquence importante, mais il y a aussi un pic en fin de grossesse qui est moins connu du début des troubles. Donc, il faut être vigilant depuis le début de la grossesse jusqu'aux 2 ans après la naissance. Alors, si je dis baby blues, est-ce que c'est le baby blues ? C'est la même chose que la dépression postpartum ? Ah non, alors le baby blues... c'est différent.
c'est différent. Le baby blues, c'est pour tout le monde. C'est plus de 90% des femmes qui vont présenter des symptômes de baby blues. Alors pourquoi on appelle ça baby blues ? Parce qu'en fait, au moment de la grossesse et tout juste après la naissance, il y a des modifications très profondes de l'architecture du cerveau liées à l'exposition aux hormones et qui sont faites en fait pour que les mamans puissent répondre, puissent déchiffrer d'abord les signaux émotionnels de leur bébé, y répondre de manière adaptée. C'est comme si on montait le son un petit peu plus fort au niveau des émotions dans le cerveau, et ça c'est vraiment le cerveau, ça se voit en IRM fonctionnel, ça bouge, et donc ça c'est pas hyper agréable, ça donne une hypersensibilité émotionnelle. C'est comme quand vous êtes privé de sommeil pendant longtemps, vous êtes un peu sensible, vous mettez de mauvais, de mauvaise humeur, on peut être de mauvaise humeur, voilà, parce qu'on est très sensible, on se tape, ça fait plus mal, enfin c'est un peu pareil, et c'est fait pour. Ça se range au bout d'une dizaine de jours, normalement ça doit disparaître, ça doit pas non plus être trop intense, c'est-à-dire ça doit pas empêcher de fonctionner, c'est pas agréable mais ça n'empêche pas de fonctionner. Là on est dans un champ de quelque chose d'adaptatif qui concerne tout le monde. Dès que c'est trop long ou trop fort, on n'est plus dans un baby blues, ça nécessite des soins. Donc là, quand on n'est plus dans le baby blues, on tombe dans la dépression. On tombe dans le vaste champ de ce que les gens appellent dépression, mais qui pour des psychiatres peuvent être plein de choses différentes en fait. Après ça, c'est notre boulot de faire la part des choses et de trouver les traitements adaptés, de poser les bons diagnostics. Alors moi, j'ai trouvé ces trois pathologies. Je ne sais pas si on peut appeler ça des pathologies. Si. Pas le blues. Pas le blues. La dépression. Oui. Alors. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas forcément, dont on ne parle pas forcément ? Alors, beaucoup d'autres. Je vous dis, les gens, quand ils se sentent pas bien en période périnatale, parlent de dépression, même si c'est pas une dépression. Les gens parlent de dépression quand les gens ont une douleur morale, en fait. On généralise avec le mot dépression. Dépression, c'est quand on pleure et qu'on a une douleur morale, on se sent pas bien. Ça peut être tellement de choses différentes. Ça peut être dans le registre d'un trouble bipolaire, ça peut être un trouble anxieux, ça peut être un TOC qui décompense, ça peut être un TDAH qui se désorganise parce que quand on a un trouble de ce type, s'organiser c'est compliqué. Donc quand on rajoute un peu de bébé dans l'histoire, quelque chose qui peut être stable avant devient totalement pathologique. Enfin, donc ça peut être plein de choses. Du moment que les gens pleurent et ont une souffrance morale rapportée, vécue, il faut juste qu'il y ait un avis spécialisé en fait, parce que ça peut être aussi des choses pas graves qui vont répondre à des soins de soutien simples, ou des choses qui commencent, qui sont beaucoup plus graves potentiellement, qui vont avoir besoin d'une hospitalisation, de soins psychiatriques. Et ça, c'est notre travail de faire la part des choses. Très bien. Alors, vous avez vu, on a posé le contexte. Restez avec nous. Dans un instant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des impacts. On va parler des facteurs de cause de ces dépressions, de cette psychiatrie périnatale. Ça sera tout de suite après une pause musicale. Notre invité vous restez avec nous encore quelques minutes. Bien sûr. Vous êtes toujours à l'écoute d'Ériger Santé et Société se poursuit. On continue de parler dans cette édition de psychiatrie périnatale avec notre invité, le professeur Anne-Laure Sutter-Dallé. Alors, il y a quelques instants, on a posé un petit peu le contexte. On a essayé d'expliquer un petit peu en quoi consistait la psychiatrie périnatale et quel type de pathologie on pouvait inclure dans la psychiatrie périnatale. On va parler un petit peu à présent, si vous le voulez bien, des impacts et des symptômes. Parce que, alors, on a déjà commencé à l'évoquer rapidement dans la première partie, mais les parents donc, peuvent être impactés. Ces pathologies psychiatriques périnatales touchent-elles seulement les mères ou le père et l'enfant peuvent-ils également être touchés ? Alors, les mères sont les plus fréquemment touchées du fait de ces mutations physiologiques du cerveau. Quand le cerveau est organisé de manière, je dirais, normale, entre guillemets, les gens passent à travers avec un blues et s'adaptent à la situation. Mais s'il y a une vulnérabilité dans la régulation émotionnelle qu'on ne connaît pas avant qu'il y ait une grossesse, elle se décompense à ce moment-là. Et donc, ce sont les mères qui sont soumises à ces variations hormonales. Donc, elles sont en première ligne. Vous avez dit au début 10 à 20%. Quand il y a une naissance prématurée, par exemple, ça peut aller jusqu'à 40% de troubles parce qu'en plus des difficultés habituelles, il y a un très très haut niveau de stress qui se surajoute et donc on fait comme ça augmenter les prévalences en fonction de l'environnement. Après, bien sûr, l'enfant, je vous ai dit, pendant la grossesse, si la maman décompense, déjà le stress pendant la grossesse, l'enfant est exposé au stress et ça fait des choses au cortisol, enfin on va pas aller dans les détails, mais ça peut vulnérabiliser en fait la régulation émotionnelle à venir du bébé. Et puis s'il y a des médicaments, mais il y a certains médicaments qu'on peut donner, d'autres pas, il faut faire attention aux doses, ça s'accompagne. Et bien sûr les papas, il y a
peu près 10% d'épisodes de troubles de la régulation émotionnelle chez les pères, en population générale, qui s'expriment de manière assez différente. Alors chez les papas, c'est plutôt des gens qui vont commencer à prendre des toxiques, à boire de l'alcool, à être un peu plus violents. On sait qu'il y a une augmentation de la violence en période périnatale et ça peut tout à fait en fait être le reflet chez les hommes d'une pathologie à prendre en charge aussi. Mais alors, je vais essayer de vulgariser un petit peu, et vous me dites si je me trompe d'ailleurs, hein. Est-ce qu'on est face à un effet miroir, une sorte de réponse à la réponse émotionnelle de la mère par rapport notamment à l'enfant et par rapport au père ? Alors, d'abord, quand il y a des associations, c'est-à-dire que si une femme a un trouble de l'humeur, enfin un problème de régulation émotionnelle périnatale, il y a plus de risques que le papa l'ait, parce qu'en soi, accompagner quelqu'un qui va pas bien, c'est un événement de vie négatif, donc ça vulnérabilise. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a des pères pour qui la naissance d'un enfant peut réactiver aussi des traumas, s'ils ont une histoire et ça de se vie répercute difficile. sur la maman. Et dans ce cas-là, ça se répercute sur la maman. Donc on sait qu'il y a une association dans les deux sens. S'il y en a un des deux qui est malade, l'autre a plus de risques de l'être aussi. Et donc l'enfant a aussi plus de risques d'avoir des impacts de tout ça en termes de qualité des soins des parents. Si les parents se chamaillent, si les parents ne s'entendent pas, si ça ne va pas, l'enfant va un peu l'oublier et donc il se développera moins bien. Alors, est-ce que dans des cas, alors peut-être dans des cas extrêmes, est-ce que les futurs parents ou les jeunes parents, puisqu'on parle en périnatalité, on l'a dit en première partie, on parle de l'avant-accouchement, mais ça peut être l'après également, est-ce que les futurs ou jeunes parents peuvent aller jusqu'à avoir des idées suicidaires ? Complètement. Les idées suicidaires sont beaucoup plus fréquentes, de toute façon déjà en population générale, que ce qu'on croit, en période périnatale également. Alors plus spécifiquement quand il y a des troubles préexistants à la grossesse, mais on sait aujourd'hui en France que le suicide maternel est la première des causes de mortalité maternelle passée 43 jours après la naissance. Alors ça reste un événement rare, mais c'est la cause la plus fréquente de mort maternelle dans les suites d'une naissance. Ce sont des chiffres qu'on avait déjà recherchés en Australie, en Angleterre, qu'on connaît depuis longtemps, mais qui sont validés en France aujourd'hui. Donc oui, le suicide, c'est une problématique. Mais alors concrètement, comment est-ce que ça se matérialise pour quelqu'un qui n'a pas, pour beaucoup de nos auditeurs, je l'espère, n'ont pas connu cette situation, mais comment est-ce que ça se matérialise physiquement, plutôt psychologiquement, comment on le voit ? Alors, c'est des mamans qui disent qu'elles ont plus forcément envie d'être là, qu'elles se sentent incompétentes vis-à-vis du bébé, incompétentes, qu'elles rendent tout le monde malheureuse, Les idées de suicide, c'est très différent de la conduite suicidaire, hein. Les idées de suicide sont beaucoup plus fréquentes. Les conduites suicidaires sont une espèce de gymnastique intellectuelle. C'est la cause la plus fréquente de mortalité, mais c'est moins fréquent qu'aux autres périodes de la vie quand même, en période périnatale. Hein. Donc, faut pas non plus paniquer tout de suite en disant que toutes les mamans vont se suicider. Loin non, de là. bien sûr. Après avoir des idées de suicide, c'est penser que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que c'est trop compliqué, qu'elles disent souvent, il serait plus tranquille sans moi. En fait, je suis un problème, je vais pas bien, donc je crée du souci à tout le monde. Voilà. Donc après, ça par contre, c'est un symptôme important, grave, qui va impacter la relation avec le bébé et qu'il faut prendre en charge rapidement. Faut pas rester avec ça. Alors justement, avant d'en arriver là, il y a forcément des facteurs, des causes à cela. Ma prochaine question, alors elle peut paraître un peu naïve, hein, mais est-ce que la grossesse ou alors la perspective de l'arrivée d'un enfant peut être en soi facteur de stress ? Alors oui, bien sûr. D'abord, la grossesse est un moment de mutation, de changement de vie. Les parents deviennent grands-parents, les enfants deviennent parents. Ça change toute l'organisation familiale, les relations. Ça change les relations professionnelles, ça change les relations dans le milieu amical. Donc c'est en soi un événement de vie. Il faut aussi s'occuper d'un petit être totalement dépendant qui ne dort pas quand même, souvent sur les 6 premiers mois. Donc on est très fatigué. Donc en soi, c'est un événement de vie stressant. Or, tous les événements de vie stressants peuvent être générateurs de problèmes de santé mentale. Donc ça, certainement. Après, il y a toute la dimension hormonale dont on a déjà pas mal parlé, qui font qu'il peut y avoir une vulnérabilité qui ne s'était pas exprimée jusque-là, mais qui, du fait de l'exposition aux hormones et du dérèglement physiologique, fait finalement que ça se dérègle beaucoup plus que ce qui était attendu, et donc les gens débutent une pathologie. Et après, dans les autres facteurs de risque, sont tous les facteurs d'environnement, en fait, tout ce qui peut faire que la vie est instable, s'il faut déménager à ce moment-là, si vous perdez votre travail, si vous perdez votre grand-mère à qui vous étiez très attaché, tout ça sont des facteurs de risque en fait de faire un épisode à ce moment-là où le cerveau est particulièrement sensible, donc il ne faut pas trop rajouter de sel, de poivre, parce que tout le monde est susceptible en fait à ce moment-là de se dérégler.
Alors, justement, vous avez pris un petit peu d'avance par rapport à ma prochaine question, puisque je voulais qu'on en vienne à parler de l'environnement personnel et de l'environnement professionnel. On va quand même en parler un petit peu. On va commencer par l'environnement personnel. Est-ce qu'au moment de la naissance ou avant la naissance, cet environnement personnel, généralement, on parle de la famille, parce on peut être très entouré au moment de la naissance. Est-ce que le fait que la famille soit trop présente ou pas assez présente peut influer sur la psychiatrie périnatale ? Alors, ça dépend de la qualité des relations interpersonnelles dans la famille et du fonctionnement de la famille. Si c'est tendu avant, ça va pas s'améliorer à la naissance d'un enfant. Ça, c'est une certitude. Après, si vous êtes seul, que votre conjoint travaille énormément, que l'enfant est né à 2 kilos, avec une grossesse un peu compliquée, va donc ne pas dormir, ne pas bien s'alimenter, avoir des régurgitations, et que vous êtes toute seule à porter ça nuit et jour, forcément, si votre famille n'est pas là, ça va être très différent de si vous avez de la famille à côté qui va vous soutenir. Donc, en fait, pour chaque situation, il faut faire un espèce d'organigramme avec tous les facteurs de risque. Et puis, surtout, ce qu'il faut faire, on n'en parle pas là, jusque-là, mais il faut qu'on pense à l'évoquer, c'est l'entretien prénatal précoce, qui a un entretien qui est prévu avec une sage-femme ou un gynécologue ou un médecin généraliste pour toutes les femmes et tous les couples en début de grossesse. C'est même normalement obligatoire, justement pour faire le tour des vulnérabilités, d'une part, mais surtout des forces sur lesquelles on peut s'appuyer si jamais il y a quelque chose, et pour prévoir à l'avance, en tout début de grossesse, tout ce qui pourrait arriver et tout ce qu'on pourrait mettre en place pour que les gens ne soient pas désarçonnés. Parce que quand on va pas bien, mettre un plan en place, c'est toujours compliqué. Puis l'accès au soutien, c'est pas si facile que ça. Mettre en place la PMI, mettre en place des soins, ça c'est compliqué. Donc ça arrive dès la première phase maternité. Absolument, dès le début de la grossesse, en fait, c'est l'entretien prénatal précoce, il s'appelle, et c'est obligatoire. C'est compris dans le suivi de grossesse en France, et c'est pour tout le monde, et c'est en couple, et justement pour faire le tour des forces et des faiblesses spécifiquement. C'est pas sur le suivi de la grossesse médicale, c'est vraiment sur l'environnement, les facteurs de risque et les facteurs de soutien. Alors, sur le plan professionnel, on va faire assez vite sur le plan professionnel parce qu'on arrive à la fin de cette deuxième partie, mais sur le plan professionnel, là encore, le stress peut être présent. Alors, on va pas rentrer dans le détail du milieu professionnel parce qu'on sait que le milieu professionnel en soi peut être stressant, ça peut être facteur de stress, mais par exemple, quand on entend parler des congés maternité ou des congés paternité, est-ce que ces congés, on est tous égaux? Est-ce que ces congés, on doit tous avoir les mêmes ou parfois c'est un peu trop court pour certaines personnes qui peuvent être amenées à justement avoir besoin d'un peu plus de repos? Tout à fait, mais alors ça après c'est prévu aussi quand il y a des troubles, quand il y a des difficultés, il y a des congés exceptionnels, puis on peut mettre les gens en congé maladie après un congé maternité. L'arrivée des congés paternité a quand même changé le profil des accompagnements périnataux, parce que le fait que le papa soit là quand même pendant plusieurs semaines après la naissance, c'est très 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 aidant pour les mamans qui avant se retrouvaient à J3 toutes seules à tout porter, les autres enfants, les courses, le ménage et plus un bébé. On sent bien que c'est un facteur très protecteur, ça. Alors les deux autres facteurs que je voulais aborder avec vous rapidement, donc la biologie tout d'abord, parce que quand on parle de, tout à l'heure vous disiez que ça se passe dans le cerveau, donc là j'imagine qu'on parle d'hormones, on parle de, là encore on a ce facteur sur lequel on n'a finalement pas de contrôle. Non, on n'a pas de contrôle. Alors, il y a quand même de la recherche qui se développe dans le champ, et il y a un nouveau médicament là qui est en cours de développement, qui passe justement par des voies hormonales, qui est donc un mode d'action un peu différent qu'on est en train de mettre au point spécifiquement pour ces troubles, parce qu'on est sur un cerveau qui fonctionne pas comme d'habitude, et donc les médicaments habituels marchent pas tout à fait de la même manière et parfois pas aussi bien. Donc ça, c'est du champ de la recherche, mais c'est en train d'arriver. Après, il y a d'autres choses qui bougent. Il y a l'immunité des femmes enceintes est très différente, puisqu'elles tolèrent un petit bébé qui n'est pas elle, et d'habitude il y a un rejet de greffe quand on fait une greffe. Or là ça marche, donc l'immunité est très très différente. Là aussi il y a des pistes de recherche. On est surtout sur de la recherche, mais il y a une molécule qui est en train d'arriver là. Non, mais ça veut dire qu'on est toujours en train de faire de la recherche sur ce sujet-là, et rien n'est arrêté encore. La psychiatrie périnatale, c'est très très récent. Vous savez, avant, il y a 100 ans, les femmes mouraient en couche. Alors la santé mentale, c'est pas le problème. La psychiatrie périnatale vient d'être inscrite au Code de la santé publique en 2022. On est au tout début. Alors, dernier facteur, et après on passe à une pause musicale, les facteurs
psychiatrique préexistant, c'est-à-dire si, admettons, on avait déjà une pathologie avant la grossesse, est-ce que ça va demander un accompagnement particulier? Ah oui, complètement. Ça va demander d'abord un parcours de soins spécifique dans une maternité qui va pouvoir accompagner ces mamans, gérer l'exposition du bébé aux médicaments, si médicaments il y a. Donc il faut une équipe de pédiatrie qui sait faire, il faut une équipe de psychiatrie périnatale de liaison sur place. Donc il faut faire en fait des consultations antéconceptionnelles, c'est-à-dire que si vous avez un trouble, quel qu'il soit, ça peut être des antécédents dépressifs, des antécédents anxieux, un traitement, il faut venir nous voir avant en fait, pour qu'on puisse ajuster à la fois le traitement et planifier le parcours de soins adapté. Donc par exemple, une personne qui va être bipolaire aura un accompagnement particulier durant la grossesse et après la grossesse. D'autant plus que dans les troubles bipolaires, s'il n'y a pas de traitement, par exemple pas d'accompagnement correct, il y a 60-70% de risque de rechute grave en période périnatale. Ah oui, donc c'est pas négligeable. Les troubles bipolaires et les dépressions sont vraiment le premier axe sur lequel il faut faire de la prévention et des consultations antéconceptionnelles quasi obligatoires. Alors justement, la prise en charge, on va en parler dans un instant. Restez avec nous, vous êtes toujours à l'écoute d'RIG. Santé et Société se poursuit. On retrouve notre invité dans quelques minutes pour parler de la prise en charge dans le... Vous êtes toujours à l'écoute d'RIG, Santé et Société se poursuit. Dernière ligne droite sur ce sujet important s'il en est, puisqu'on parle de psychiatrie périnatale depuis le début de l'émission avec notre invité, le professeur Anne-Laure Sutter-Dallet. On va le rappeler pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc vous êtes pédopsychiatre responsable de la filière de psychiatrie périnatale au centre hospitalier Charles Perrins. Alors on a évoqué pas mal de choses depuis le début de cette émission. Petite mise en contexte, on a parlé des symptômes, des impacts, des facteurs de cause qui peuvent amener à certaines pathologies. À présent, on va évoquer la prise en charge. Alors, pour ce qui est de la prise en charge, quel accompagnement est-ce qu'on envisage ? Alors, j'imagine que les accompagnements peuvent être divers en fonction des pathologies. Ah, complètement. Alors, en fonction des pathologies, en fonction des antécédents, en fonction du contexte, vous avez compris qu'il y a tous les facteurs d'environnement. Donc, en fait, c'est de la dentelle. Chaque prise en charge est différente. Après, il y a de grands axes. Je vous ai dit, on a une dimension de prévention qui est immense pour les gens qui ont des antécédents. Ça, vraiment, si on travaille bien en antéconceptionnel ou le plus tôt possible dans la grossesse, en général, il n'y a pas de décompensation. Les choses se passent bien. Alors que si on ne fait pas ça, malheureusement, le risque de décompensation est vraiment réel. Après, on a tout le dépistage en population générale, puisque à peu près la moitié des épisodes sont des premiers épisodes. Donc, on travaille avec les maternités. On est dans les maternités. Il y a des psychologues, des services, qui recherchent les facteurs de risque, les premiers symptômes et qui accompagnent les patientes et leurs conjoints et le bébé. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait de l'environnement personnel. Est-ce que les proches jouent un rôle pendant cet accompagnement, pendant cette prise en charge ? On a déjà évoqué la place de l'importance du congé paternité, qui a vraiment changé le profil des choses. Et oui, les proches, on l'a aussi dit tout à l'heure en parlant de la famille. Alors les proches, s'il y a des conflits et que la famille est délétère, entre guillemets, notre travail, ça va être de trouver d'autres ressources plus sociales pour essayer de soutenir les gens et de mettre la famille un peu à distance. Si ça se passe bien, on va essayer d'activer la famille. On va prendre beaucoup soin de la santé mentale du papa. On va beaucoup se préoccuper de savoir comment il va et s'il arrive à soutenir sa compagne, son bébé, ou si lui-même commence à caler, a besoin d'un accompagnement. Donc c'est très global, mais les proches sont à la fois soutenants et à la fois pris en compte dans les soins. Alors, vous exercez au centre hospitalier Charles Perrins, justement. Comment ça se passe au centre Charles Perrins ? Quelle est l'offre de psychiatrie périnatale qui est proposée ? Alors l'offre qui est proposée à Perrins, elle est très très vaste. On a cette chance-là. On a d'abord une unité d'hospitalisation à temps plein qui a une vocation régionale, c'est-à-dire qu'on draine toute la Nouvelle-Aquitaine Sud avec 4 lits pour des femmes enceintes et 5 lits pour des mamans et des bébés. Là, c'est de l'hospitalisation à temps plein à l'hôpital avec la maman et le bébé dans des situations graves, de décompensation importante. Après, on a un hôpital de jour qui est situé dans la maternité du CHU qui fait aussi tout ce qui est psychiatrie de liaison à la maternité du CHU, qui localement est la plus grosse maternité puisqu'ils font presque 6000 naissances, donc il y a vraiment beaucoup de gens. Et puis c'est une maternité type 3, donc toutes les expositions aux médicaments arrivent là, enfin majoritairement en tout cas. Donc cet hôpital de jour, c'est pour des mamans qui viennent une fois par semaine et qui sont donc moins en difficulté mais qui ont quand même besoin de soins intensifs. Après, on a une équipe mobile, une équipe d'infirmières qui se déplacent à domicile pour soutenir les mamans et puis aussi pour être en lien avec tous les systèmes de soutien extérieur, la PMI, les TIA,
l'ISF, toutes les personnes qui gravitent autour. Et après, on a un centre, bien sûr, de consultation pour donner des avis et une coordination régionale des prises en charge complexes et des avis antéconceptionnels sur tout ce qui est psychotrope et grossesse. Vraiment, venez nous voir si vous avez une question. Ça, c'est une consultation et après, vous partez avec le plan d'action. Et ça, c'est très, très, très efficace. Alors, je pense qu'il nous faudrait des heures pour vraiment aller au fond de ce sujet. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'on peut conclure cette émission en disant ne restez pas seul. Vous pouvez être accompagné. Il y a des prises en charge qui existent, notamment, on vient de le dire, au centre hospitalier Charles Perrins. Donc, n'hésitez pas. Je vois pas comment conclure mieux cette émission. Merci beaucoup, oui, tout à fait. Il y a aussi la PMI, il y a plein de choses en France. On a plein de systèmes pour soutenir les jeunes parents. Il y a des psychologues qui sont formés, il y a plein de choses partout, mais nous, on est en tout cas centre ressources régional pour ces questions. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir également le site internet. Il y a un site internet qui est très bien fait. J'ai pu aller le consulter en préparation de cette émission. Il est très très bien fait. Vous y trouverez encore plein d'informations et des contacts, bien entendu. En tout cas, merci beaucoup, Dr Anne-Laure Sutter, d'être venue dans les studios pour nous parler de psychiatrie périnatale. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine avec une nouvelle thématique et de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien.